On ne peut pas avoir une solution dense en termes de techno, en termes de graphisme, des simulations pour le prix d'un quiz. Et c'est là où en fait le sur-mesure, c'est un investissement au départ. On va réaliser pour vous cette formation. Et c'est vous, en la déployant, qui allez faire vos économies d'échelle et d'avoir un coût par apprenant que vous allez pouvoir étaler. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Digital Learning Makers, et pas des moindres. Alors que le salon Learning Technologies approche à grands pas, nous allons aujourd'hui traiter la question la plus souvent posée à nos équipes sur le stand: combien coûte une formation digitale? Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Duclos, directrice générale et cofondatrice de My Serious Game. Bonjour Aurélie. Bonjour Clément. Alors, c'est parti, mettons les pieds dans le plat. Combien ça coûte une formation digitale? Alors, la réponse la plus communément donnée est « ça dépend ». Et en fait... Eh ben super, merci, et à bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers. Non, mais plutôt que de dire combien ça coûte une formation digitale, il faut décomposer, parce qu'il n'existe pas une formation digitale, il en existe une multitude. Donc c'est pour ça que on a tendance à dire ça dépend. C'est comme un peu dire combien ça coûte une voiture. Bien sûr. Tout va dépendre de est-ce que c'est une citadine, une berline, un 4x4, est-ce que c'est un segment plutôt luxe, plutôt accessible, est-ce que c'est une thermique, est-ce que c'est une électrique. Au final, il y a une gamme qui est tellement vaste qu'on ne peut pas généraliser sur un prix. Par contre, on peut donner des étalons en fonction des solutions qu'on va proposer. C'est plutôt sur cet axe-là qu'on a tendance à répondre à cette question. Commençons par le commencement. En fait, tu as cofondé My Serious Game en 2014 avec Frédéric Kunzmann. À l'époque, on parlait pas vraiment de digital learning, on parlait de e-learning. Oui. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait le marché à l'époque? À l'époque, il y a une dizaine d'années, le marché ressemblait vraiment sur les prémices du e-learning, plutôt de l'usage outil-auteur. On était plutôt sur du PowerPoint animé. Et c'est vrai qu'en créant My Serious Game, il y avait la volonté d'avoir une dynamique beaucoup plus forte, de s'orienter justement, d'utiliser les leviers de gamification pour favoriser l'engagement, d'aller sur d'autres dynamiques également en termes de médias. Pas simplement de la 2D statique, mais d'aller sur de la simulation 3D. Un de nos premiers, d'ailleurs, projets a été sur un appareil d'orthodontie. Donc, on était vraiment en 3D, il fallait adapter l'appareil sur différentes mâchoires. Donc, c'était vraiment donner une autre couleur au e-learning et que cette couleur soit davantage dans l'acquisition de compétences et comment est-ce que derrière, après, on les déroule sur le terrain. Et aujourd'hui, j'imagine que l'offre est très différente, elle s'est considérablement développée. Alors, l'offre est différente. Oui, l'offre, elle évolue également en fonction des usages. On a par exemple l'usage du smartphone qui est de plus en plus courant dans les entreprises. Donc, l'offre forcément doit s'adapter aux usages, mais également aux différentes technos qui évoluent. On a pas mal de réalité virtuelle. C'est un gros boom depuis ces 2 dernières années. Et également, je pense qu'on va aller de plus en plus sur de la réalité augmentée, qui peut être couplée avec du présentiel et qui devient vraiment une formule hyper impactante. Et puis, on entend parler du métavers, mais à voir. Et aujourd'hui, quand un client a une demande, est-ce qu'il vient déjà avec une idée précise de prix en tête? Eh bien, ça, c'est la notion de prix en France, elle est quand même, il y a une certaine omerta autour, alors que le prix est un cadre de contrainte, en fait. Le budget de notre client est un point indispensable pour nous à connaître, puisqu'on fait du sur-mesure. Donc, on va, en fonction du besoin du client, on peut formuler différentes hypothèses de solutions. Si on n'a pas son budget, on peut taper soit au hasard, soit dans le mille. Et donc, ne pas forcément faire une proposition qui soit en raccord avec lui, ses besoins et ses contraintes. Donc, pour nous, c'est extrêmement important, en fait, d'avoir le budget, puisque pour une même problématique, si on prend l'exemple, par exemple, de la cybersécurité, on va pouvoir proposer des projets plutôt e-learning ou même de la web app à pas forcément trop cher. On va être... si on doit donner un ordre de prix à peu près sur du 20 000 € pour 20 minutes en e-learning. Donc, on est sur une enveloppe budgétaire qui peut être assez réduite. On peut même encore baisser le coût si on est plutôt sur des quiz ou du challenge. Et à l'inverse, on peut très bien proposer une solution qui soit digitale sur 1 mois, où on pourrait avoir à la fois une web-série avec un épisode par semaine qui sort, des quiz, faire d'un hall un stand d'exposition avec des escape games où on vient tester vraiment des pratiques cyber. Bon, en fait, ça va dépendre vraiment
du budget. Sur cette deuxième option, on est plutôt sur des centaines de milliers. Et sur la première, on peut être à quelques dizaines de milliers en fait, d'euros. Donc c'est pour ça que pour nous, le prix en fait, est important, c'est un vrai cadre de contrainte sur lequel on doit s'inscrire pour proposer la bonne formule. Mais les clients, ils ont déjà une idée à l'avance de combien ça peut coûter une formation de ce type? C'est pareil, on a plusieurs typologies de clients là-dessus. On va avoir des clients qui vont déjà avoir un budget. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une demande, un besoin, exprimer un besoin, et ils vont déjà avoir ce cadre de contrainte qui est figé. Et ils vont nous le communiquer. D'autres vont l'avoir, ce cadre de contrainte figé, mais vont pas nous le communiquer. Pour nous, ça demande un peu plus de maïeutique. Et on a une troisième typologie, on va dire, de clients qui, eux, sont plutôt dans un stade de sourcing, en fait. Mmh. Ils ont besoin de confronter, de s'acculturer aux différentes solutions et donc de pouvoir itérer sur différentes formules. Là, on va leur projeter finalement plusieurs possibilités avec des contraintes budgétaires différentes. Mmh. Et du coup, quelles sont les différentes étapes et les expertises qui rentrent en compte dans le calcul du prix ? Les différentes expertises qui vont permettre de dimensionner en fait un projet au niveau vraiment purement budgétaire, en fait, elles vont être plutôt assez 360. Aujourd'hui, pour définir le prix d'une solution, il faut qu'on étudie plusieurs éléments. D'abord, c'est le scope de la solution. Ça va être sa complexité, la complexité pédagogique, la complexité en termes de médias. Est-ce qu'on a des médias très riches, de la 3D, beaucoup de mouvements, des cinématiques, ou est-ce qu'on est sur du 2D plutôt statique? Et également, on va avoir également la complexité technique. Plus on est sur des complexités techniques simples, moins c'est cher. L'autre élément qui est assez important dans la définition du prix, également d'une formation, ça va être sa durée. Plus on va avoir une expérience qui va être longue, forcément, plus elle va être coûteuse. Bien sûr. On a après deux autres cadres qui viennent finalement affiner ce prix, qui vont être plutôt des cadres organisationnels et de gouvernance. On va avoir, premier cadre organisationnel, c'est la deadline. C'est-à-dire que créer une expérience digitale sur un temps très court va nécessiter pour nous de doubler, tripler, quadrupler des équipes. Donc là, forcément, on va avoir un coût qui va être important. L'autre élément qui est à prendre en compte, c'est la gouvernance. C'est que plus on a de personnes, plus on a de parties prenantes au projet, et donc de valideurs, de décisionnaires, plus on a des itérations. Et donc de l'allongement de temps en termes de gestion de projet et de retour. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le fait que MySerious propose du sur-mesure, ça donne des formations qui coûtent cher? Est-ce que le sur-mesure va forcément dire cher? Non. Non, pas du tout. Et puis après, cher pour qui? Cher pour quoi? Pas du tout, puisque en fait, on va mettre le juste prix en face de la juste solution. C'est juste qu'on ne fait pas d'économie d'échelle au moment où on conçoit la solution. Par contre, notre client, une fois qu'il a investi dans une solution qui lui est sur mesure, lui, par contre, en la déployant, il peut capitaliser et faire des économies. C'est ce qu'on appelle le coût par apprenant. Le coût par apprenant est un indicateur en formation qui est aujourd'hui très utilisé. C'est-à-dire que on ramène finalement un investissement de formation à un nombre de personnes. Donc, on va prendre un exemple. Si j'investis dans une formation, on va dire un digital learning, un truc pas forcément premier prix, on va prendre quelque chose à 30 000 euros. 30 minutes, 30 000 euros, quelque chose d'un peu chouette. Si je le déploie auprès de 100 personnes, j'obtiens un coût par apprenant de 300 euros. Si je le déploie auprès de 1000 personnes, j'obtiens un coût par apprenant de 30 euros. Si je le déploie auprès de 10 000 personnes, j'obtiens un coût par apprenant de 3 euros. C'est là où on arrive à faire des économies d'échelle, en fait. C'est parce que le digital a cette force de pouvoir être déployé auprès d'un grand nombre. Et également, d'être durable dans la durée. Lorsqu'on crée une formation sur mesure, l'objectif est qu'elle ne soit pas obsolète dès sa sortie, mais bien au contraire, qu'elle puisse être exploitée par le client, qu'il puisse l'utiliser sur un certain temps. Donc, c'est là où le coût par apprenant, on le ramène à un nombre d'apprenants, mais également à une durée. Par exemple, je n'ai que 1000 salariés, j'ai ma formation à 30 000, elle me revient à 30 euros. Néanmoins, si tous les ans, je forme 1000 personnes... Tu veux dire qu'on ne peut pas former 1000 fois une personne, mais on peut former une fois 1000 personnes. Non. Du coup, les formations digitales sont plus pertinentes pour des grands groupes pour qui le coût va être plus réduit, au final.
Alors aujourd'hui, en pratique, oui, elles sont utilisées majoritairement par les grands groupes, puisque justement, elles nécessitent un investissement de départ et que derrière, c'est vraiment un investissement, donc il y a un retour et un coût par apprenant qui est beaucoup plus faible, vu la masse et le volume près desquels elles s'adressent. Aujourd'hui, on peut proposer des solutions qui sont pas forcément excessives en termes de prix, qui vont être sur quelques centaines, voire milliers d'euros pour répondre à des besoins de petites entreprises. Ce qu'on rencontre par contre beaucoup plus souvent, c'est des besoins d'associations qui, elles, vont avoir le besoin de toucher. Souvent, c'est ce qu'on appelle du B2C. Et donc là, elles ont un besoin qui est fort, qui est important. Elles ont un scope projet qui est large. Elles ont une cible qui est très grande, mais elles ont peu de budget. Là, on a tendance à conseiller plutôt d'aller sur de la subvention, qui est un levier en fait d'action pour les associations, du mécénat également, qui peuvent leur permettre finalement de débloquer un budget qui pourra justement venir cadrer une solution beaucoup plus importante. D'accord, donc en effet, ça permet d'étendre les possibilités en termes de financement. Mais maintenant, du côté de My Serious Game, voilà, il y a quand même un budget qui est défini. Qu'est-ce qui se passe si le budget est dépassé ? Alors, bonne question. Des dépassements budgétaires, comment ça peut se gérer en cours de projet ? En fait, là, c'est le consultant chef de projet dont le métier est justement de faire de la gestion de projet, donc de tenir des cadres. L'avancement budgétaire se met toujours en corrélation avec l'avancement du projet, de la production de la solution en elle-même. Donc lui, il suit quotidiennement ces éléments et in fine la deadline de livraison. Ça peut arriver qu'on ait des évolutions qui du coup fassent également évoluer le budget. Ça, en soi, c'est pas grave en fait. Le consultant est là justement pour alerter. Et en fait, un projet, ça vit. Un projet, ça peut être 3 mois, 6 mois, 2 ans. Et donc, c'est souvent sur des projets sur lesquels ça s'étire le plus en longueur qu'on peut avoir des décalages. Des imprévus, des choses comme ça. Exactement. Mais en fait, nous, on est justement là pour pouvoir conseiller. On a, par exemple, on peut retrouver 2 grandes situations qui sont non exclusives l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une évolution de la durée de la formation. On est parti sur un cadre qui avait une durée de 15 minutes et finalement, on se rend compte que le projet serait bien meilleur, aurait une meilleure valeur ajoutée si on était sur du 25 minutes. Forcément, on allonge la durée, ça a un impact sur le budget. Là-dessus, on le porte à la connaissance du client et après, c'est lui qui réalise les arbitrages qu'il souhaite. La deuxième situation qui se retrouve, c'est un changement de techno. On est parti sur une web app et puis finalement, c'est une app sur les stores. Ou alors, on était parti sur une simulation en 3D et ça devient de la réalité virtuelle. Ouais. Donc là, forcément, on a un chiffrage qui se fait à nouveau. C'est le consultant qui sollicite, nous, les experts en interne. Il rechiffre et il porte à la connaissance du client ces éléments-là. Il faut pas que ce soit tabou, en fait. C'est pas tabou. Et même, ça peut même donner de la valeur au projet. Finalement, au cours de projet, on peut réaxer et se dire que finalement, il vaut mieux qu'on passe de telle manière ou de telle autre manière. Ça se discute, en fait. Nous, on projette à notre client les différentes alternatives, on les objective, quels sont les avantages et les inconvénients de chacune, quel est l'impact sur le prix, mais également sur la deadline. Parce que si on a un changement de techno, ça peut du coup décaler une deadline dans le temps. Est-ce que c'est acceptable, non acceptable ? Et là, l'arbitrage, c'est notre client qui le fait. Ce qui est important, c'est que le sur-mesure, c'est une solution qu'on crée pour vous et en réponse à votre besoin et vos contraintes. Donc, si votre cadre de contraintes prépondérant, c'est le budget, nous, on proposera la solution qui rentre dans ce budget. Et elle sera toujours sur mesure, mais elle rentrera dans votre budget. Par contre, on ne peut pas avoir une solution dense en termes de techno, en termes de graphisme, des simulations pour le prix d'un quiz. C'est comme se dire, je veux une Porsche au prix d'une Twingo. Non, c'est pas possible. Il y a un juste prix des choses. Donc, on peut réaliser des Twingo, on peut réaliser des Porsche, mais on fera jamais une Porsche au prix d'une Twingo. Et inversement, on fera jamais une Twingo au prix d'une Porsche. Ce qui serait complètement aberrant pour nos clients. Et c'est là où, en fait, le sur-mesure, c'est un investissement au départ. C'est-à-dire qu'on va réaliser pour vous cette formation. Et après, ce sera à vous, finalement, en la déployant. Vous avez un investissement premier, on va prendre un exemple de 10 000 €, et c'est vous, en la déployant, qui allez faire vos économies d'échelle et d'avoir un coût par apprenant que vous allez pouvoir étaler.
À l'inverse, tout ce qui est sur étagère est distribué par le prestataire. Donc, c'est eux, finalement, qui, en ayant créé la solution, ont fait l'investissement et en la distribuant, réalisent ces économies d'échelle. Donc, forcément, il y a une très grosse différence de prix. Vous allez pouvoir trouver des contenus sur étagère à 100 € par licence, là où nous, on crée le contenu pour vous. Donc, nous, on ne le redistribuera pas. C'est vous, en le redistribuant, qui finalement allez générer ce coût par apprenant et vous allez pouvoir retomber exactement sur 100 € par personne. Donc, c'est là où il faut voir les choses différemment. Et par contre, nous, la valeur ajoutée sur la solution, c'est qu'elle est faite pour vous. Donc, elle est adaptée à vos besoins, aux besoins de vos apprenants, et elle sera exploitable, normalement, de manière plus durable. Ce qui n'est pas le cas d'une solution sur étagère qui risque d'être trop générique et pas forcément atteindre les objectifs de la formation, quoi. Oui. Après, il faut pas, c'est pas aussi dichotomique, il faut pas se dire que formation sur étagère, c'est naze, c'est adapté à rien, c'est adapté à personne. Pas du tout, il y a des formations sur étagère qui sont très bien, notamment pour des connaissances de la réglementation, où là, il n'y a pas besoin d'avoir une transposition précise sur vos métiers, sur vos collaborateurs. Savoir ce que c'est le RGPD, sauf si vous souhaitez former des DPO, mais si c'est plutôt de l'acculturation et que chacun comprenne ce que ça signifie, allez sur de la formation sur étagère. Si vous voulez par contre former vos DPO sur vos pratiques, allez pas sur de la formation sur étagère, allez sur du sur-mesure. Et puis c'est toujours bien aussi d'avoir quelque chose assez couleur, assez... Oui, là c'est plutôt véhiculer de la marque entreprise. En tout cas, nous, ça nous est cher et c'est important que chaque module soit à votre couleur, soit à vos valeurs. Et c'est important aussi pour votre public de se sentir faire corps avec l'entreprise et que les formations, les contenus soient dans cette dynamique-là. Est-ce que tu peux nous donner des fourchettes de prix sur le marché, hein, pas forcément chez My Serious Game, pour différentes solutions, comme le Serious Game en 3D, un storyline en 2D, un film avec des quiz, une appli mobile, une simulation réalité virtuelle. Sors-nous le catalogue. Alors, oui, on peut parler de prix. On va avoir des prix, des premiers prix. Alors, par exemple, sur du e-learning un peu standard 2D, sous Storyline, qui a pour objectif d'être hébergé sur LMS, communément, on est plutôt sur du 1 000 € la minute. Ce qui va venir finalement bouger le curseur en termes de prix, ça va être là la complexité graphique. Plus les médias vont être riches, est-ce que ça bouge, est-ce qu'il y a du motion, est-ce que il y a de la cinématique, est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos, plus on va enrichir ces médias-là, forcément plus ça a un impact sur le prix. Ensuite, sur du serious game, où là, on a l'usage de leviers de gamification, souvent une scénarisation qui va aussi beaucoup plus loin. On est plutôt à du 1 500 € la minute. On peut monter à 2 000 € la minute. Ça va dépendre également de la richesse des médias. Et là, par contre, également de la complexité pédago-scénaristique. Le but étant d'embarquer sur un serious game, d'embarquer l'apprenant dans une histoire, dans un monde. On est un peu moins descendant, donc pédagogiquement, on a besoin de plus travailler et également de s'aligner avec un scénario. Donc c'est finalement sur du serious game, c'est aussi la richesse des médias, mais aussi la complexité pédago-scénaristique qui vient beaucoup jouer. Pour la VR, alors là on rentre plutôt dans le monde de la techno. Sur de la VR, on va avoir ce qui peut être intéressant avec la VR, c'est que sur de la VR en captation vidéo 360, on va être assez proche finalement de 1 500 € la minute. C'est une techno qui se travaille assez bien et c'est une captation qui se réalise. Alors il faut une équipe de tournage, mais en termes de production, on peut facilement faire des économies. Là où la VR devient un peu plus chère, c'est lorsque on va faire une simulation en réalité virtuelle 3D. Et donc là, exactement. Là, on a beaucoup de modélisation 3D, beaucoup d'animation 3D lorsqu'on est sur du temps réel avec des actions qui ont un impact sur l'environnement. Pareil. Donc là, on va être sur des tarifs qui sont beaucoup plus chers. De l'ordre on va monter 2 500 € la minute, et puis ça peut aller encore plus loin. Là-dessus, tout va dépendre vraiment du niveau en fait d'interaction qu'on a en réalité virtuelle. Puis sur la réalité virtuelle, il y a aussi l'équipement qui vient jouer. Bien sûr. Donc là, c'est un coût aussi supplémentaire qui est le coût d'équipement, que ce soit en termes d'ordinateur capable de supporter une simulation en VR et casque.
Même si on peut s'adapter, parce que je me rappelle du podcast qu'on avait fait avec Louvre Hôtel, hein, qui est toujours disponible sur notre chaîne, où ils avaient cette contrainte justement de matériel, et en fait on leur a développé des cardboards, des casques en carton qu'on a pu envoyer partout à travers le monde, et les gens jouaient, faisaient la simulation en VR sur leur téléphone qui glissait dans le petit cardboard, où là pour le coup exactement. Et là on était d'ailleurs sur de la VR en 360. Donc vraiment sur de la VR 360, on peut faire pas mal d'économies. C'est une techno qui est assez vulgarisée, et en plus qui ne nécessite pas un gros équipement. Comme tu dis, des cardboards, un téléphone, ça suffit, et vraiment ça fait le job. Et tout le monde en a. Et tout le monde en a, oui. En tout cas, si c'est prévu ainsi, oui. Et justement, téléphone, tout ce qui est appli mobile. Alors, tout ce qui est app, web app, là, on va pas forcément être sur des tarifs en termes de durée de jeu. On a l'habitude d'avoir des apps et des web apps sur lesquels on va avoir beaucoup de rejouabilité. Le but n'est pas forcément sur ces médias-là d'avoir une expérience de 30 minutes d'affilée, mais plutôt d'être sur du pick and choose, du 5 minutes par-ci, 10 minutes par-ci. Et donc, sur ces formats-là, on a plutôt des prix planchers. On peut commencer à proposer de l'app ou de la web app à partir de 20, 25, 30K euros. Là, ce qui va être déterminant dans le prix, ça va être plutôt la complexité en termes de fonctionnalité et de profondeur de jeu. Est-ce que je joue à plusieurs? Est-ce que je joue seul? Est-ce que je joue contre des personnes ou pas? Est-ce qu'il y a des axes sociaux? Est-ce que j'ai du chat? Est-ce que j'ai ces éléments-là? Là, ces fonctionnalités-là peuvent se révéler être plus gourmandes en termes budgétaires. Donc c'est pour ça que c'est pas tant la durée d'expérience qui est déterminante, mais plutôt les fonctionnalités. Et en termes de fourchette, est-ce que tu peux nous dire, alors maintenant on va se placer du côté de My Serious Game, quel est le projet le moins cher qu'on ait réalisé chez My Serious Game et le plus cher, historiquement? Oh, le moins cher, on va être à quelques centaines d'euros. Ça devait être un flyer ou une brochure. Même rien à voir avec le digital learning. Alors, pas rien à voir, puisque souvent c'est pour équiper aussi sur du présentiel. Donc on peut avoir à faire des petits leaflets, des petites infographies pédagogiques qui vont être utilisées en formation présentielle. Donc là, bon, on est à quelques centaines. C'est pas forcément représentatif de ce qu'on fait de manière habituelle. Mais c'est vrai que ça rentre quand même dans le cadre de la formation. Donc bien sûr. Il y a pas de petit besoin. Il y a pas de petit budget. Il y a un besoin, il y a une réponse en face. Et puis le projet finalement le plus cher, là on va être sur un projet à un demi-million, puisque on est sur de la simulation qui allie aussi bien simulation 3D et simulation 3D via réalité virtuelle, 24 modules, un parcours entier. On travaille aujourd'hui avec la SNCF et la région Île-de-France, puisqu'il y a les RER nouvelle génération qui vont arriver. Et donc, ce parcours a pour vocation de former aussi bien conducteurs et opérateurs de maintenance à ces nouveaux trains. Immobiliser un train, aujourd'hui, ça coûte énormément d'argent, en fait, d'immobiliser et de pouvoir s'entraîner. Donc, le choix a été fait de digitaliser un certain nombre d'éléments. Et donc, c'est un parcours 24 modules. C'est de la simulation 3D. On a réellement les maquettes en 3D des nouveaux RER. Donc, il a fallu tout modéliser. Et puis après, à l'intérieur, en fonction des modules, soit on est sur de la réalité virtuelle, donc là, avec casque, et on fait. Soit on est sur de la simulation 3D. À chaque fois, chaque module ne nécessitait pas forcément de la réalité virtuelle, donc ça sert à rien. Et donc là, on est sur ordinateur et on a une simulation, et donc des actions à réaliser dans le module. Donc là, c'est un demi-million, 24 modules, un train à modéliser, voilà. Bah oui, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement on parlait de rentabilité. Alors tout à l'heure on parlait du coût par apprenant, etc. Mais là en fait il y a d'autres problématiques qui se posent pour le client, c'est que en effet ça coûte très cher d'immobiliser un train. Donc finalement un demi-million d'euros ça paraît énorme comme ça, mais au final le client
est gagnant parce que Ouais. il peut former des milliers de personnes, il peut gagner peut-être en efficacité dans sa formation et en même temps il fait des économies. J'imagine que c'est un sujet qui doit revenir aussi. My Serious Game travaille beaucoup avec les acteurs de la santé. Mm. Il doit y avoir la même problématique qui se pose pour eux, c'est-à-dire travailler sur des mannequins par exemple pour de la réanimation ou des choses comme ça. C'est finalement peut-être même plus coûteux parfois que de la formation digitale, non? Alors oui, la formation digitale, elle a l'avantage de permettre déjà de s'exercer sur des temps réduits, ce qui évite d'immobiliser quelqu'un. Déjà rien que la personne pendant une journée, 2 jours, une semaine. Donc sur un temps réduit, on peut arriver à former. Donc ça se retrouve sur ce principe-là d'immobiliser des trains, mais également d'immobiliser des collaborateurs. Ça se retrouve également en santé. On fait beaucoup de simulations. C'est là où la simulation a un avantage, c'est de pouvoir faire. Et sans prendre de risques, en plus, sur un train ou sur un patient, hein, qui serait le Sans cas. prendre de risque sur un train ou sur un patient. Par contre, elle ne peut pas être exhaustive et être unique. C'est-à-dire que ce soit sur un train ou sur un patient, même si j'ai un peu du mal à mettre les deux de manière égale quand même, on peut s'exercer au travers d'une simulation digitale, mais elle doit venir en complément également d'expérimentation de terrain. Ouais. On peut pas se passer du mal. Le digital a pas vocation à être unique et à remplacer intégralement du présentiel. Ça doit être complémentaire. On n'apprendra jamais à conduire une voiture totalement en virtuel. Et puis, on se met au volant d'une voiture et on est aguerri pour pouvoir conduire. Non. On peut acquérir certains éléments de connaissance, certains éléments également de savoir-faire, quand même au travers de simulations. Et ils doivent être aussi transposés dans la réalité. On vit pas dans une simulation. Donc, il faut aussi pouvoir transposer les éléments dans une réalité. Mais alors, la digitalisation, est-ce qu'elle est toujours rentable? On parlait de formation présentielle, les déplacements aussi doivent jouer. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, évidemment. Tout à l'heure, on parlait du coût par apprenant. Formation présentielle, communément, le coût par apprenant, c'est 1 500, 2 000 €. On peut pas former le même volume de personnes. Une session présentielle, c'est généralement 8, 10, maximum 12 personnes. Ça nécessite souvent de la logistique, du déplacement. Donc là, en termes d'accessibilité, c'est pareil, c'est pas accessible à tout le monde. Pouvoir se déplacer 2 jours, c'est pas possible pour tout le monde. On a des contraintes personnelles qui parfois ne permettent pas des départs en formation. Donc c'est là où la formation digitale permet finalement d'avoir moins de contraintes. On a une accessibilité qui est beaucoup plus homogène. On a un temps de déploiement qui est beaucoup moins long aussi. On a des temps de déploiement qui sont raccourcis. On déploie le module, il est déployé dans la même minute pour tout le monde. Là où lorsqu'on forme en présentiel, on est obligé de prévoir des déploiements sur des mois. Et si c'est pas des années, en fait, de devoir phaser pour pouvoir former l'intégralité de ces populations. Donc, oui, dans un sens, la formation digitale peut être plus rentable. Après, comme je disais, elle n'a pas vertu à remplacer le présentiel. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir jongler avec les deux, en fait. C'est d'avoir un bon alliage entre les deux. Il y a des choses qu'on peut acquérir en digital, autant y aller. Et il y a certains éléments qu'on ne peut pas acquérir en digital. Donc, ça sert à rien de forcer. Il est préférable de maintenir du présentiel. Les deux, par contre, fonctionnent très bien. Et tout comme être formé en digital, si c'est pas pour le transposer immédiatement dans son quotidien, n'a pas d'intérêt. Et ça, c'est la formation d'une manière générale. Si elle n'a pas vocation à être transposée dans son quotidien, on a un ROI sur la formation qui est désastreux. Et avec la démocratisation des outils et aussi la multiplication des acteurs sur le marché, hein, parce qu'on le voit à chaque salon, on est de plus en plus nombreux. Est-ce qu'on va vers, tu penses, une baisse des prix sur le marché? C'est une bonne question. La notion de baisse de prix, je pense pas. Aujourd'hui, on est plutôt dans une stabilisation, en fait. On est sur un marché qui se stabilise, même s'il y a beaucoup de concurrence, des entreprises qui naissent, on est quand même sur une certaine stabilisation. Comme tout type de marché, au début, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de choses qui popent dans tous les sens. Parfois, une certaine bulle spéculative aussi. Donc, ça a tendance à augmenter, finalement, les prix. On a peu de visibilité, en tout cas pour le client. Pour le consommateur, il y a peu de visibilité, c'est pas trop où aller. Et puis, lorsque le marché mature, persistent les acteurs qui, finalement, avaient des vraies propositions de valeur. Et on est plutôt sur une stabilisation des prix. Ce qui peut, par contre, influencer notre marché, c'est les évolutions tech. Très clairement, on parle de métavers.
comment est-ce qu'on transpose ça dans la formation? Là, on a des micro-bulles, en fait, qui se forment. Généralement, elles éclatent assez vite, quand même, puisque en formation, on est tout de suite dans une transposition opérationnelle. Donc, si une techno n'a pas de vertu de manière opérationnelle derrière, bon, c'était bien sympa, on s'est bien amusé, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Donc, c'est pas très inquiétant en soi. Et puis, la concurrence, finalement, moi, je trouve que la concurrence est vertueuse. Elle est challengeante. Sinon, s'il n'y avait pas de concurrence, s'il n'y avait pas de nouvelles idées, finalement, on s'endormirait peut-être un peu. Donc nous, elle est challengeante, elle nous fait beaucoup itérer sur nos innovations, sur les dynamiques sur lesquelles on veut s'inscrire. Et également, il faut voir la concurrence aussi comme une possibilité de synergie et de complétion. On n'est pas tous... Le marché de la formation digitale est vaste et on n'a pas tous la même valeur ajoutée. Mais on a des valeurs ajoutées qui peuvent être complémentaires. Et donc, forcément, pour notre client, ça devient vertueux. Et ça fait pas forcément gonfler les prix, loin de là en fait. Et justement, en parlant de dynamique future, tu as créé il y a 8 ans My Serious Game avec Frédéric. Quel regard tu portes sur la société aujourd'hui dans le monde du digital learning actuel et surtout en se projetant un petit peu, comment tu vois ce marché dans 8 ans, dans 8 nouvelles années? Alors, il y a 2 questions. Il y a comment est-ce qu'elle a évolué il y a 8 ans et aujourd'hui. Elle a évolué sur la même dynamique, en fait. Il y a 8 ans, le e-learning était à ses prémices. En tout cas, sur nous, notre axe, qui était un axe, comment est-ce qu'on engage plus? Comment est-ce qu'on fait que la formation déclenche derrière une vraie montée en compétence des individus? Et pas juste une transmission d'informations. Donc pour ça, on a été chercher plein de solutions différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas une solution à proposer, mais on en a plusieurs. Notre souci a toujours été de se dire, notre objectif in fine, c'est de former un individu et de le monter en compétences. Donc c'est pas forcément de la VR qui le fait, c'est pas forcément une web app, c'est pas forcément e-learning. C'est peut-être l'une de ces solutions qui va le permettre, mais en soi, c'est pas la solution qui est importante. C'est comment on l'utilise. Et il y a 8 ans, on était un peu précurseurs finalement sur ces modèles-là. Au lieu de se dire comment est-ce qu'on va vendre, c'est comment est-ce qu'on répond. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. On a toujours ça, cet ADN, ces fortes valeurs humaines, de se dire que pour nous, ce qui compte et ce qui est fort, c'est de développer les compétences des hommes. Hommes avec un grand H. Et je me dis, dans 8 ans, ce sera la même chose. Ce sera au travers de moyens différents, sûrement. Il y aura eu du métavers, il y aura eu... Moi, j'aimerais bien des hologrammes, peut-être des voitures volantes, je ne sais pas, en fait, de ce que l'avenir, en termes de techno, va nous réserver. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de valeur, on sera toujours positionné sur trouver les bons moyens de développer les compétences des hommes. Eh bien, merci beaucoup Aurélie. Avec grand plaisir, Clément. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur votre plateforme de podcast favorite. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode des Digital Learning Makers.